Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. La France insoumise a de nouveau défendu une motion de censure contre le gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Il s'agissait du texte du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais c'est une motion que LFI avait déposée seule, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas été signée par les autres partis de la NUPES. Est-ce la conséquence d'une divergence sur le fond ou simplement sur la stratégie ? C'est une divergence sur la stratégie. Nous pensons qu'à chaque fois qu'il y a un 49.3 qui est dégainé par le gouvernement, ce qui est franchement un droit de veto contre la démocratie parlementaire, parce que même si le 49.3 est constitutionnel, il est profondément antidémocratique, nous pensons qu'il ne faut pas le banaliser, et donc il faut à chaque fois avoir une motion de censure. Et pour les autres groupes de la NUPES, avoir recours à la motion de censure systématiquement serait banaliser la motion de censure. Néanmoins, tous les présents ont voté notre motion de censure, et donc ce désaccord tactique n'a absolument pas entaché la cohésion de la NUP, et on s'est retrouvés juste après totalement soudés sur la bataille sur les amendements. Mais avec cette répétition des motions de censure, il y a tout de même aujourd'hui des critiques assez claires qui s'expriment au sein de la NUPES. Le député communiste, par exemple, Sébastien Jumel, qui dit « On ne peut pas dire tous les jours qu'on va renverser le gouvernement si nous n'avons pas les forces parlementaires pour le faire. Ça n'est pas sérieux ». Et Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui explique, lui, que le risque, c'est celui, je le cite, le risque du brouhaha continu qui ne profitera qu'à l'anti-parlementarisme. Et en même temps, l'un comme l'autre ont voté notre motion de censure. Donc vous voyez bien que le Donc désaccord, ils sont incohérents, alors. Non, c'est que le désaccord tactique, néanmoins, ne se traduit pas en dissensus dans la cohésion de la NUPES. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans une situation de crise institutionnelle très forte. La minorité présidentielle, comme son nom l'indique, n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, quand elle impose sa politique anti-écologique, antisociale, elle n'arrive pas à avoir de majorité parlementaire. Et en même temps, d'ailleurs, son programme est aussi minoritaire dans le peuple. Donc, le fait d'assumer d'avoir recours à ces motions de censure, quand tout d'un coup, quand à chaque fois, puisqu'on en est quand même à plus de 3 reprises de 49.3, et on attend le quatrième incessamment sous peu. C'est-à-dire qu'on a un refus du gouvernement d'accepter de reconnaître la démocratie parlementaire. Les représentants du peuple votent des amendements à l'Assemblée nationale et le gouvernement les piétine. C'est extrêmement grave pour nous. Et nous n'avons pas peur de dire que ce gouvernement-là, si nous le renversons, nous sommes prêts par les élections à prendre et à exercer le pouvoir. On sait à quoi sert un 49.3. Il sert à faire adopter un texte sans vote. En revanche, pour vous, une motion de censure, à quoi sert-elle ? Eh bien, une motion de censure, elle permet de dire ce gouvernement n'est pas légitime. Oui. D'ailleurs, sa politique... Elle sert à renverser un gouvernement. Exactement, sa politique n'est pas soutenue par le Parlement. Et donc, ce gouvernement est renversé. Donc, la conséquence de cela, c'est soit reconstitution d'un autre gouvernement, ou bien retour aux urnes. Quand on a une crise politique... Pour nous, le peuple, c'est toujours la solution. C'est pas le problème. Et finalement, quand Emmanuel Macron menace de dissolution en cas d'adoption d'une motion de censure, déjà, ça fait vraiment le monarque qui décide de dissoudre la représentation du peuple comme si on pouvait dissoudre le peuple. On voit bien tout le problème des institutions de la Ve République. Mais nous, ça ne nous fait pas peur parce que le retour aux urnes, nous ne le craignons pas. Ouais. Certains députés, je pense notamment au député écologiste Benjamin Lucas, ont refusé de voter la motion de censure parce que le Rassemblement national avait indiqué qu'il la voterait aussi et qu'il ne voulait donc pas mêler sa voix à celle du Rassemblement national. Vous n'avez pas ce genre d'état d'âme ? Alors lui, je pense que c'est un cas à part parce qu'il n'était pas spécialement le plus fervent de la NUPES. Écoutez, historiquement, à chaque fois que des motions de censure ont été présentées par un groupe politique, toutes les oppositions conséquentes qui assument le rôle d'opposition les ont votées. C'était le cas sous Hollande, par exemple, lors de la loi Macron, d'ailleurs. C'est un beau clin d'œil. Bruno Le Maire s'est trouvé à voter une motion de censure qu'avaient voté aussi les députés d'extrême droite du Front National. Sous Chirac, le Parti Socialiste s'est retrouvé à voter des motions de censure, votées y compris par Jean-Marie Le Pen. Donc, même Ségolène Royal le dit, je veux dire, c'est la règle institutionnelle, une motion de censure, que les différentes oppositions, même si elles n'ont aucun point commun en termes programmatiques, vont voter les mêmes motions de censure. Alors, imaginons que dans un avenir proche, le Rassemblement national dépose une motion de censure qui serait soutenue par les LR.
Est-ce que vous pourriez la voter? Alors, on peut faire des politiques fiction. La vérité, c'est qu'on n'est pas face à ce cas concret. Oui, mais enfin, nous déposons vous dites l'objectif, c'est de faire tomber le gouvernement. Et il ne faut pas avoir ces états d'âme. Lorsque nous déposons des motions de censure, nous les déposons NUPES et c'est les autres qui se positionnent dessus. D'ailleurs, tout dépend comment on l'écrit aussi. Nos motions de censure, nos motions de censure, pour l'instant, font toutes beaucoup plus de voix que les motions de censure du Rassemblement national. Bah oui, parce que le Rassemblement national vote les vôtres et vous ne votez pas les siennes. N'est pas d'actualité. Oui, mais enfin, tout à fait. Voilà, ça compte. Donc on crée les conditions, parce que, vous savez, mais c'est important de comprendre, nous avons créé les conditions politiques pour que la NUPES incarne bien la première force politique d'opposition à l'Assemblée nationale et dans le peuple. Et regardez hier soir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On a mené des batailles sur nos amendements. Nous avons fait en sorte que, par exemple, 12 milliards d'euros soient ajoutés en termes d'investissement pour la rénovation thermique des bâtiments. C'est essentiel, parce que face à l'urgence climatique... Adopté, là aussi, grâce aux voix du Rassemblement national. Adopté contre l'avis du gouvernement. Contre l'avis du gouvernement. Le gouvernement est en situation... avec aussi les voix du Rassemblement national. Certes, mais le gouvernement est en situation d'inaction climatique. C'est catastrophique. Vous avez vu, la situation du réchauffement climatique va s'accélérer plus encore. Bon. Et donc, on voit bien qu'il faut absolument investir quand on voit le rôle central du secteur du bâtiment et la question énergétique. Le gouvernement va très certainement recourir au 49.3. Va-t-il faire tomber ses amendements et donc avoir un 49.3 anti-climat, ou est-ce que nous allons pouvoir maintenir ces investissements qui sont une très bonne nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique? Moi, j'interpelle l'ensemble des citoyens, les associations et mouvements écologistes pour vraiment faire pression sur le gouvernement. Il ne faut pas qu'il renonce à ces 12 milliards que nous avons réussi à arracher. À propos d'écologie, est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'une ZAD, une zone à défendre, sur le site de Sainte-Soline, ou dans les Deux-Sèvres, où de violents incidents ont eu lieu ce week-end lors d'une mobilisation contre la mise en place d'une retenue d'eau? Alors déjà, il faut comprendre le cœur du sujet. Les retenues d'eau, les bassines, c'est quoi? On nous présente cela comme un moyen de collecter l'eau de pluie et pour les agriculteurs de pouvoir avoir de l'eau pour leur culture. En vérité, on est sur des méga-bassines qui finalement vont à la fois pomper les nappes phréatiques, vont contribuer à de l'évaporation en eau. Et alors qu'on a une ressource en eau qui est limitée, on a vu les problèmes de sécheresse cet été, le gouvernement finance à plus de 70% ces investissements qui sont totalement anti-écologiques. Vous savez, il n'y a pas un seul spécialiste hydrologue qui soutient cette logique des bassines, qui sont anti-écologiques. Donc là, on a une réponse qui est de se dire, puisqu'il est de l'ordre de l'intérêt général d'en arrêter, d'en finir avec les bassines, la mobilisation citoyenne écologiste au niveau, contre les bassines et les superbassines, répond à l'intérêt général écologique. Est-ce qu'il faut une ZAD ? Donc il faut soutenir cela, comme on a pu soutenir justement la ZAD d'aéroport contre les radars. Exactement, et qui a été victorieuse. Il faut se rendre compte que là, l'intérêt général, c'est qu'on en finisse avec les bassines. Un petit mot rapidement du Brésil, avec la victoire de Lula, qui vient tout juste d'avoir 77 ans. En 2027, lors de la prochaine présidentielle, Jean-Luc Mélenchon en aura à peine 76. Ça fait réfléchir ou pas ? Écoutez, d'abord, c'est une joie immense que Lula ait remporté cette élection. C'est une joie immense pour le peuple brésilien. Franchement, en finir avec le fascisme, l'extrême droite de Bolsonaro, climato-sceptique, homophobe, LGBT-phobe, sexiste, enfin je veux dire, ça a été d'une violence ces années de Bolsonaro. Voilà, quel bonheur de voir Lula gagner, quel point d'appui contre les politiques néolibérales, quel point d'appui aussi pour tous les autres pays de cette région-là qui prouvent qu'une alternative, un autre monde est possible. Bon, Mélenchon, on en parlera une autre fois. Merci Danielle Simonet, bonne journée.